la neige, l'hiver... Mais attends voir, pourquoi les flocons de neige ont cette forme si caractéristique? Eh bien, bonne question. Justement, si la réponse vous intéresse, eh bien bingo, car vous êtes sur la bonne vidéo. Salut scientifique. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait un peu dans le thème de parler de la formation des flocons de neige. Plus précisément, nous allons voir les différentes étapes de manière générale lors de la formation d'un flocon de neige justement. Mais avant d'aborder cela, je vais d'abord vous expliquer l'origine primordiale de la neige. Avant de comprendre comment se forment les flocons de neige, essayons premièrement de comprendre la matière première de la neige. Et c'est ni plus ni moins que l'eau, sans surprise. Très grossièrement, une partie de l'eau de surface de la Terre, comme sur les océans, s'évapore du fait du soleil. La vapeur d'eau engendrée monte dans l'air, sauf que en montant dans l'air, eh bien la température diminue. Et il arrive à un point où toute la vapeur d'eau se condense, ou en tout cas une grosse partie. Et cette condensation, c'est ça qui forme les nuages. En réalité, les particules de vapeur d'eau se condensent au niveau de noyaux de condensation, comme des poussières, des grains de sel ou des pollens, etc. Et c'est grâce à ces aréosols, comme on les appelle, que la vapeur d'eau arrive à se condenser. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, les nuages se font porter par le vent, et au fur et à mesure, les nuages grandissent et deviennent de plus en plus saturés en eau, du moment qu'il y a une source de vapeur d'eau provenant du sol. Et lorsque le nuage est sursaturé en eau par rapport à son environnement, eh bien c'est en ce moment-là qu'il pleut, tout simplement. Et intuitivement, on peut se dire que si la température est inférieure à 0 degré, au lieu de pleuvoir, eh bien il neige. Maintenant, on peut se demander pourquoi il y a des moments de l'année où il neige plus. Eh bien ça, j'espère que vous le savez, mais c'est tout simplement à cause des saisons. Et ces saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Plus précisément, l'axe de la Terre est environ incliné de 23 degrés. En effet, étant donné que l'axe de la Terre est incliné, cela veut dire que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ne reçoivent pas tout le temps la même quantité de lumière. Ici, c'est l'hémisphère nord qui a l'air d'être plus exposé au soleil que l'hémisphère sud. Ça se voit, non? Eh bien, c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est l'été à l'hémisphère nord et l'hiver à l'hémisphère sud. Lorsqu'on avance un peu plus, on se retrouve aux équinoxes, et donc là ça veut dire que c'est automne au nord et printemps au sud. Et ensuite les saisons s'inversent, donc ça veut dire que là c'est l'hiver au nord et l'été au sud. Et d'ailleurs on se situe exactement dans ce cas-là. Et ce cycle se répète tous les 365 jours, environ. Bon, étant donné que je pense que tout ce que j'ai dit juste avant était plus ou moins connu par tous, ici je vais dire un truc qui est beaucoup moins connu. J'avais dit que l'axe de la Terre est incliné, ok, ça c'est connu. Ce qui est moins connu, c'est le fait que l'orientation de l'axe de la Terre varie aussi. Plus précisément, l'axe de la Terre tourne, entre guillemets, autour d'un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique, donc c'est-à-dire au plan du système solaire. Et l'axe de la Terre retrouve son orientation initiale tous les 26 000 ans environ. Ce phénomène, on l'appelle la précession. Imaginez ça comme une toupie. Elle tourne autour de son axe, mais l'axe lui-même tourne autour d'un axe perpendiculaire au sol, par exemple. Et je trouve cela pertinent de mentionner, parce que ça veut dire que l'axe de rotation n'est pas toujours le même, en tout cas n'est pas toujours orienté de la même manière. Donc par conséquent, cela veut dire qu'à une certaine position sur l'orbite, ce serait normalement l'été, et environ 13 000 ans plus tard, ce serait plus l'été au nord, ce serait l'hiver par exemple. Maintenant que vous savez tout à propos de l'origine de la variation de la température ainsi que de la neige, rentrons maintenant dans les étapes précises de la formation des flocons. Pour comprendre le processus de formation des flocons, il faut remonter au niveau des nuages. Vous vous rappelez lorsque j'ai mentionné les aréosols pour la formation des nuages? Eh bien ils refont leur apparition pour la formation des flocons. En effet, lorsqu'il fait froid, donc environ moins 10 degrés, lorsque les aréosols captent la vapeur d'eau du nuage, eh bien cette dernière gèle directement sur ce noyau.
ce qui forme un tout petit cristal de glace, souvent hexagonal. Si vous vous demandez pourquoi hexagonal spécifiquement, eh bien pour faire simple, c'est dû à la chimie de la molécule d'eau. Grossièrement, et ça c'est fondamental à cette molécule, lorsqu'elle gèle, elle forme une structure cristalline hexagonale. Ça c'est dû à la polarité, etc. Bref. Ensuite, et c'est l'étape la plus importante, c'est que dans le nuage, on a une multitude de gouttelettes d'eau surfondues, c'est-à-dire de l'eau liquide à température négative. Et ce qui se passe, c'est que la présence de glace et d'eau surfondue crée un déséquilibre. La raison étant que la vapeur d'eau environnante est plus facilement capturée par la glace formée que par l'eau surfondue, car le nuage est saturé en vapeur d'eau par défaut. Mais l'eau surfondue le rend davantage saturé. On dit que le nuage est sursaturé, comme juste avant avec la pluie en fait. Résultat, l'eau surfondue s'évapore, ce qui permet de maintenir un réservoir de vapeur d'eau continu, et cette vapeur d'eau qui est libérée par l'eau surfondue se dépose immédiatement sur le cristal de glace, ce qui le fait grossir très rapidement. Tout ce que je viens de dire dans cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le processus de Bergeron-Findeisen. Éventuellement, notre germe de flocon verra ses coins grandir jusqu'à former 6 branches au niveau des 6 coins de l'hexagone. Et au fur et à mesure, cette croissance par dépôt de vapeur déterminera la forme finale du flocon de neige. Et c'est d'ailleurs cette partie qui rend le flocon unique, en grande partie. Car oui, si vous ne saviez pas, tous les flocons de neige sont uniques. Une fois que le flocon est suffisamment lourd, il commencera sa chute. En tombant, il peut rentrer en collision avec d'autres gouttelettes d'eau surfondues qui gèlent à son contact par accrétion, ou givrage si vous préférez, ou avec d'autres cristaux de glace par agrégation. Ces différentes fusions augmentent la masse et la complexité du flocon, ce qui permet un peu de le peaufiner. Tout ça se passe jusqu'à que le flocon atteint le sol. Alors, avant de conclure la vidéo, j'aimerais tout de même préciser que les étapes que j'ai présentées ici sont très simplifiées. En réalité, la nature peut former des flocons de neige de différentes manières. Ici, j'en ai que présenté une, et de manière très généralisée. Il faut bien comprendre que la forme finale du flocon de neige dépend beaucoup des conditions climatiques et météorologiques, et c'est entre autres ça qui rend chaque flocon de neige unique. Je sais que cette vidéo était beaucoup plus courte que d'habitude, parce que oui, normalement je fais des vidéos qui durent plus de 10 minutes, et j'en suis navré. Dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.